Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester sur l'ORTM. Bienvenue à notre rendez-vous dominical de la mi-journée. Ça s'appelle Actu Hebdo. Il est midi, une minute, et c'est l'heure sur le plateau. Trois invités aujourd'hui pour trois sujets. Évidemment, premier invité, Monsieur Amidou Fakourou Bakaga, chef du bureau d'audit et de contrôle interne à la direction générale des douanes. Bonjour, Monsieur Bakaga. Bonjour, monsieur Diomele. Le colonel-major Moussa Boui Koulibaly, directeur général de la clinique périnatale Mohamed VI. Bonjour, docteur. Bienvenue. Docteur Ali Tunkara, membre du conseil scientifique du colloque sino-africain, connu des plateaux de télévision et des studios de radio. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour, monsieur Diomele, pour l'invitation. Ok, d'accord. Une semaine écoulée après la fête, mais toujours l'occasion pour nous de vous souhaiter une très bonne fête. Et demander à chacun quand même, dans son domaine respectif, les vœux en 30 secondes. On va commencer par vous, colonel-major Moussa Boui Koulibaly. Merci. Moi, je saisis cette occasion pour Parce qu'on va présenter. dire, le début du bonheur, c'est la santé, non? Oui, Voilà, bien sûr. on va commencer par vous. Bien sûr. J'en suis très heureux d'être le premier intervenant. Et je souhaite vraiment tous mes voeux à toute la population malienne dans son ensemble et aussi beaucoup plus de capacité de résilience du peuple malien face à cette nouvelle situation du Mali croix. D'accord, Et que l'année prochaine nous trouve dans des conditions encore plus meilleures. d'accord. Merci. Ok, vous, Rapidement, bonne fête à toute la communauté musulmane en particulier, et surtout plus de cohésion, plus d'entraide entre Maliens. d'accord. Alors plus de cohésion, plus d'entraide, plus de santé, mais également plus d'argent, les soldats de l'économie. Merci Vos beaucoup. voeux. Merci beaucoup. Moi, mes voeux s'adressent à tous les Maliens. Je souhaite que Dieu protège notre pays et qu'on sorte des turbulences. Je souhaite beaucoup de santé à tout le monde et le bonheur partagé pour tous les Maliens. D'accord, on Merci va beaucoup. rester avec vous parce qu'on va commencer par votre sujet. Justement, la lutte contre la corruption au Mali, qui n'est plus un tabou, c'est ce qui ressort quand même de 3 jours de travaux autour d'un atelier sur le programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Plusieurs recommandations ont été formulées pour assainir davantage le secteur. Cet atelier est considéré par les experts comme une phase cruciale dans la lutte effrénée contre la corruption portée par les autorités de la transition. Douaniers et acteurs du secteur privé s'engagent main dans la main à mener une lutte sans merci contre cette pratique qui accourt malheureusement dans notre pays. Et ce n'est pas une propriété malienne, mais chacun a son agenda personnel. Et voilà, on lutte contre ce phénomène dans notre pays comme on le veut et comme on le peut. Alors, monsieur Ali Tunkara, vous, c'est quoi la corruption? Alors concrètement, la corruption dans le contexte malien, on pourrait la comprendre à partir de toutes ces pratiques, qu'elles soient l'œuvre des acteurs étatiques ou non étatiques, qui ne seraient pas en conformité avec l'éthique et la déontologie des activités pour lesquelles nous sommes investis. Donc de ce fait, pour dire que qu'on soit fonctionnaire ou pas, du moment où il n'y a pas cette conformité, ou lorsqu'on n'obéit pas à l'éthique et à la déontologie, on est corrompu. D'où d'ailleurs certaines formes de corruption qui interrogent même le terroir. On n'est pas que des fonctionnaires. D'accord. Colonel, monsieur le directeur de la clinique périnatale, c'est quoi la corruption? Est-ce que vous avez des pratiques, par exemple au niveau de la santé, qu'on pourrait qualifier de corruption? C'est quoi pour vous la corruption? Apparemment, la corruption me semble être un truc à deux acteurs. Ah, Il n'y a jamais corruption sans corrupteur. d'accord. Donc c'est un problème bilatéral qui demande à ce que les uns et les autres se comportent mieux parce que lorsqu'on cherche à avoir quelque chose dont on ne mérite pas ou en tout cas dont on pense qu'il faut d'autres appuis illégitimes, on est tenté d'aller vers la corruption. Ah, Donc c'est d'accord. une situation non encouragée dans la société. Ok, ok. Monsieur Fakourou Bakaga, chef du bureau d'audit et de contrôle interne à la Direction générale des douanes, vous êtes le porteur de cette rencontre, non? 3 jours de travaux autour d'un atelier sur le programme anticorruption et promotion de l'intégrité de l'Organisation mondiale des douanes,
OMD. Alors, quelles sont les limites d'abord de la corruption? Est-ce que la gratification peut paraître comme la corruption, comme de la corruption? C'est possible. Vous savez... Vous avez fait quelque chose pour moi, j'ai été très content, je suis gentil avec vous. C'est une corruption? Vous savez, depuis 2013, on a adopté ce qu'on appelle un code de conduite et qui a été d'ailleurs érigé en décret. C'est le décret qui est à la base, qui interdit à un fonctionnaire de prendre des gratifications. Un fonctionnaire des douanes. Non, je ne parle pas de la culture. Hein. Culturellement, au Mali, les gens pensent qu'on peut donner quelque chose à quelqu'un parce qu'on est satisfait. Ah bon. Mais la logique voudrait que le douanier ne soit pas apte à prendre de la gratification parce que c'est contraire à son code de déontologie. Voilà. Et pour moi, la corruption, de mon point de vue, du point de vue de la fonction publique, nous, on est employés de la fonction publique, nous ne pouvons pas exiger, en tout cas, des gratifications pour accomplir notre mission. Chaque fois que c'est fait, c'est vraiment irrépréhensible moralement. Et logiquement, ça ne doit pas être encouragé. Mais je crois que c'est valable chez tout le monde. Le docteur aussi ne va rien prendre, il est là pour ça, non? Naturellement, ça, il y va même de la déontologie de l'exercice de la profession médicale. Toute tentative de corruption est répréhensible. Ok, donc chaque fois qu'on accepte quelque chose de la part de quelqu'un qui n'est pas vraiment le salaire ou la rétribution ou la récompense due, c'est de la corruption. C'est bien cela? C'est bien cela du point de vue de la douane. D'accord, de la loi. Du point de vue de la douane, parce qu'on a un code de déontologie et d'éthique qui nous interdit de prendre des gratifications. Ah d'accord. Clair. Alors, il y a la loi et puis il y a les normes culturelles. Dans de l'autre côté, on peut être gentil avec quelqu'un. Ça ne sera pas de la corruption. Ça, c'est la culture malienne. D'accord. On peut donner... Mais ok. Alors, on vient au sujet. Et il s'agit de cet atelier qui a été initié par vous, non? En fait, l'atelier... Pourquoi cet atelier? Pourquoi maintenant? Il faut faire un peu d'historique, M. Demele, si vous me permettez. En fait, depuis 2013, vous savez, dans tous les forats du monde, les douanes sont considérées comme un organe public qui présente un haut degré de risque par rapport à la corruption. Nous, on a considéré que c'est une réalité. Et déjà en 2013, on a fait ce qu'on appelle le code de déontologie qui a été adopté par décret. Mais déjà en 2018, l'Organisation mondiale des douanes, consciente de ce phénomène effectivement mondial de corruption, a adopté ce qu'on appelle le programme anticorruption et promotion de l'intégrité à son sein. Et les administrations douanières des pays viennent de manière volontaire adhérer à ce projet. Ce programme, nous avons adhéré à partir de 2018 et de manière volontaire. Hein, c'est nous qui avons décidé d'avoir l'assistance technique, bien sûr, l'assistance technique de l'MD pour combattre la corruption à notre sein, mais surtout parce que c'est deux volets, pour promouvoir l'intégrité à notre sein. C'est les deux, si vous voulez, faces de la même pièce, quoi. Il faut d'abord lutter contre la corruption, mais en même temps, il faut mettre des actes de promotion d'intégrité d'un agent public, fondamentalement du douanier. D'accord. Alors, si on remarque très bien, il y a des mécanismes, il y a des solutions, les uns et les autres travaillent main dans la main, mais le phénomène, non seulement il est là, mais il prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui explique cela? Ce qu'il faut dire, en fait, prendre de l'ampleur, je ne crois pas. D'accord. Alors, vous avez des chiffres qui nous prouvent que vos actions ont pu freiner quelque peu ne serait-ce que les recettes qui ont augmenté. D'accord. Les recettes qui ont augmenté. Vous savez qu'en 2022, on a atteint, même dépassé l'objectif fixé. Mais je vais au-delà de tout ça. Quand on a été conscient, et ça c'est toute organisation humaine, qu'on peut être atteint par la corruption et qu'il y a même la corruption à notre sein, nous avons adhéré de manière volontaire au programme de l'OMD. Et le programme de l'OMD est basé sur la déclaration d'Arusha. La déclaration d'Arusha, c'est un texte, c'est un document adopté par le Conseil de coopération de l'OMD, où il y a 10 facteurs. Et les 10 facteurs réunis permettront, lorsque c'est mis en œuvre, permettront de lutter efficacement contre la corruption. Vous nous en citez 2 ou 3? Il y a d'abord l'engagement des partis, notamment l'engagement des responsables. Quand vous êtes dans une organisation, pour que ça marche, il faut que le personnel d'encadrement s'engage à lutter contre la corruption. Ça, c'est fondamental. Comme on l'a dit, le poisson pourrit par la tête. Deuxièmement, c'est qu'il faut une transparence au niveau des procédures. Il faut un cadre législatif et réglementaire très clair, accessible à tous les usagers, mais en même temps, et c'est le sujet de l'atelier, il faut avoir de bonnes relations avec les partenaires privés, notamment le secteur privé. Voilà quelques-uns. Est-ce que vous pensez vraiment que toutes ces mesures permettent de mettre à l'abri, par exemple, les douaniers? Il n'y a pas que eux.
tous ceux qui travaillent par exemple au niveau des services d'assiette, là, mais ils sont exposés, il y a le risque. Moi, je pense qu'un douanier ne court pas le même risque qu'un enseignant. Il ne travaille pas avec de l'argent. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi pour les protéger? Parce que quand même, de part et d'autre, ce sont des humains. Vous verrez tout ça dans la déclaration d'Arusha. La déclaration d'Arusha, d'abord, prône l'esprit des corps. D'accord. Ça, c'est fondamental. Il faut toujours savoir quel est le moral des agents. Et ça, c'est fondamental parce qu'il ne faut pas laisser l'agent démoralisé. Il y a même la bonne gestion des ressources humaines. Ah, d'accord. Quelqu'un qui pense qu'il est compétent, mais il a un poste où on ne le considère pas, Oui. il peut être enclin à être corrompu. Absolument. Il y a tout ça. Donc, fondamentalement, c'est les principes clés d'Arusha Ok. que nous allons appliquer dans un plan d'action opérationnel D'accord. et qui permettra à terme de mettre fin totalement au phénomène de corruption. Vous verrez dans les forats d'ailleurs, chaque fois qu'on parle de lutte contre la corruption, il y a un deuxième aspect. C'est les mesures de sauvegarde de l'intégrité de l'agent public. Ça, c'est fondamental. Donc, Quelqu'un qui n'a pas de prix de condiment, il peut être corrompu. Donc, la gestion rationnelle de la ressource humaine fondamental. compte beaucoup là-dedans. C'est fondamental. C'est pourquoi d'ailleurs, nous, il y a un autre instrument de l'OMD qu'on a adopté, qu'on appelle la GPEC. C'est la gestion du personnel, quoi, mais axé sur la compétence. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que d'abord, les agents vont se former, en même temps, quand ils occupent des postes, ils savent que c'est conforme à leur profil, parce qu'ils ont la capacité en ce moment de servir le pays. D'accord. Ça, c'est fondamental. Alors, depuis 2018 que vous avez adhéré, qu'est-ce qui a changé fondamentalement? Ce qui a changé, c'est l'esprit. D'accord. Vous verrez qu'on a fait un sondage en 2020. Ah bon, c'est ça le baromètre. Le baromètre, on a fait un sondage. On a fait un sondage pendant 2 mois par un cabinet allemand qui analyse carrément, un cabinet privé allemand qui analyse carrément les données. En fait, ce qui sort de ce sondage, c'est que les opérateurs économiques pensent que nos textes ne sont pas transparents. Ça, et que ça peut favoriser la corruption. Donc la première chose qu'on a faite, c'est d'adopter un nouveau code de douane. Il y a une nouvelle instruction cadre qui va être mise en œuvre et qui définira clairement les étapes de l'importation depuis la frontière jusqu'au niveau du développement, en tout cas de l'allement de la marchandise. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est qu'au niveau de la douane, les agents ont dit, bon, on veut être serein, mais il y a un problème. Il faut une bonne gestion des ressources humaines. D'accord. Donc la balle est dans le camp de la direction générale. Moi, j'en fais partie, j'ai été adjoint, pour faire en sorte que le personnel soit bien géré conformément à leurs compétences. D'accord. C'est ça. Alors, donc, critique voilà, avérée ou pas, critique de la loi, en tout cas une idée reçue, les douaniers étaient un fonctionnaire corrompu. C'est vrai que quand on parle des services de douane dans le contexte malien, c'est vrai, ce sont des services qui sont généralement perçus comme une sorte de réservoir, voire une sorte de vache laitière. Ouais. Ne serait-ce que dans un passé récent, les critères d'accès, certes, ont toujours été bien fixés, bien pertinents et égards au texte, mais certaines pratiques par moment ou par endroit ont quand même un peu terni l'image depuis des avancées notoires enregistrées par les différentes politiques initiées dans ce sens par les autorités successives. Mais objectivement, il suffit juste de comparer l'agent des services de douane d'aujourd'hui à celui d'hier. Effectivement, on peut observer avec aisance que vous êtes chercheur, est-ce que vous avez poussé vos recherches de ce côté? Non, clairement. Vous êtes arrivé à faire des analyses là-bas? Ne serait-ce qu'une observation dans la nature, on se rend compte que l'agent de service de douane sous le président Moussa Traoré et celui sous la transition du président Goïta, naturellement, en termes des avoirs, des différences sont quand même observables. Donc cela dénote à combien il y a des efforts d'amélioration. Il y a des efforts justement qui auront pour finalité à comment rendre ce service à combien vital pour l'État, davantage orthodoxe vis-à-vis de certaines pratiques. D'accord. C'est également votre discours, colonel. Est-ce que douanier on va le dire, est-ce que zone doit moi, je suis pas tellement d'avis avec mon voisin de la droite. Je pense plutôt que la douane, c'est une profession vulnérable. En fait, c'est une profession qui est au premier contact de tout ce qui est susceptible de tenter la corruption. Donc, vraiment, ça, c'est une position défavorable à la douane. Mais nous avons remarqué, comme il a dit, qu'actuellement, avec l'évolution des choses,
nous voyons de plus en plus une douane encore plus clean et beaucoup plus moins corruptible. Mais moi, je pense que par rapport aux nouveaux textes qu'ils sont en train de faire, c'est mieux de les verser au niveau de l'autre acteur, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les personnes qui sont en contact de vos acteurs à la frontière. Les verser ces textes pour qu'ils les maîtrisent, afin qu'ils sachent que désormais, il faut changer de comportement. D'accord. Alors, est-ce que ce texte a été suffisamment vulgarisé Bien sûr, au niveau des agents? j'abonde dans le même sens. Hein. En fait, l'atelier même, l'objectif de l'atelier, c'est de créer un partenariat fécond et de manière, un cadre formel entre le secteur privé et nous pour discuter de tous les problèmes. Mais secteur privé et douanier, est-ce que ça n'apparaît pas comme une alliance contre nature? Non, pas du tout, c'est le contraire en fait. Parce que les usagers, ils ont besoin vraiment de fructifier leur capital. Mais il faut que ça soit transparent. Parce que quand ce n'est pas transparent, eux-mêmes, ils le savent, la corruption ne peut pas prospérer, quoi. Ça ne peut pas aller très loin. D'abord, on perd le professionnalisme chez l'autre, donc ça ne peut pas aller. Donc, pour abonder dans le même sens, c'est justement ça qu'on est en train de faire. On est en train de faire en sorte qu'il y a 3 cadres formels. Hein. Il y a ce qu'on appelle le partenariat CNPM et nous, et douane, qui fonctionne. La FETRAM, les transitaires et nous, ça fonctionne. L'OPI aussi, l'Organisation patronale des industriels, qui a ses priorités. Donc ça aussi, ça fonctionne. On exige maintenant de nous, on s'est engagé mutuellement, qu'il y ait au moins une rencontre par trimestre. Ah, d'accord. Et qu'au niveau multilatéral, l'ensemble des secteurs privés, qu'on se rencontre une fois par an pour discuter de tous les problèmes, y compris les problèmes de corruption et d'intégrité. Okay. On peut même promouvoir le principe de l'alerte. C'est-à-dire qu'à la limite, la dénonciation, y compris chez les privés, qui vont, quand ils voient des actes de corruption, faire remonter très rapidement au niveau de leur patron, qui certainement vont saisir la direction générale. Ce sont des propositions faites par vous, les douaniers. Mais est-ce que vos partenaires, les douaniers, les transitaires, les industriels, ils ont adhéré? On a fait les 3 jours ensemble. Et on a fait les recommandations ensemble. Tous les mécanismes ont été faits avec eux. Ils sont acteurs de ces mécanismes-là. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Totalement d'accord. D'accord. Vous avez eu l'idée, vous avez mis le plan d'exécution, oui. Et ça prend la route. Oui. Comment juger maintenant son efficacité, le degré d'efficacité de ce plan qui a été mis en route là? Vous avez le mécanisme de contrôle? Oui, moi d'abord je suis le chef du bureau d'audit et de contrôle interne. Moi j'ai un plan de contrôle interne que j'exécute chaque mois. Et en fait, chaque 3 mois, je rends compte à mon DG des insuffisances ou des dysfonctionnements qui sont constatés. D'accord. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est que avec la FETRAM, la Fédération des transitaires, on parle de formaliser les rencontres, mais en réalité, les rapports sont constants. Chaque jour, s'il y a une difficulté tout de suite, on peut se téléphoner et trouver la solution très rapidement pour qu'il y ait moins de corruption, pour qu'il y ait moins d'attente des marchandises au niveau des frontières et au niveau des bureaux. Ok. En dehors de l'opacité des textes dont vous parliez tantôt et qui a été évoqué par vos partenaires, et ils ont mis le doigt sur quel point noir encore? Le secteur privé a mis le doigt fondamentalement sur le cadre réglementaire. Ah, d'accord. Qui n'est pas efficace, qui n'est pas transparent, qui n'est pas prévisible. Et ça, c'est contraire aux pratiques d'une bonne douane. Et vous êtes d'accord que c'est le cas? C'est justement il faut améliorer. C'est pour ça qu'on a adopté un nouveau code des douanes. Les textes subséquents du code des douanes sont en gestation et l'instruction cadre qui va définir l'ensemble de la procédure qui a été faite d'ailleurs, cette instruction cadre avec l'apport du secteur privé. Ok. Voilà. Alors, on parle de Mali-Croix, on parle de Douane-Croix également. Mais ça va sans dire. N'est-ce pas? Oui. Et ça vous donne beaucoup plus de charge, vous? Charge, mais on est à l'aise. Vous êtes à l'aise? On est à l'aise, pourquoi? Parce qu'avant Mali-Croix, vous êtes à l'aise, nous on avait déjà adopté vous êtes bien armé au plan interne ce programme-là. Mais deuxièmement, c'est vrai que la douane ne peut mettre qu'en œuvre la politique du gouvernement. À partir du moment où le chef de l'État, chef de la transition lui-même décide qu'il faille lutter efficacement contre la corruption, et ça a été rappelé l'autre jour par monsieur le Premier ministre, Excellence monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de raison que les douanes ne suivent pas. Au contraire, on va faire en sorte que, corruption zéro, c'est compliqué dans une organisation humaine. Absolument. Mais il faut que ça soit vraiment minimisé. D'accord. Totalement minimisé. Okay. Alors aujourd'hui, on va aller dire une question en bateau comme ça. Quel est l'état de santé de la douane malienne? Vous vous portez très bien, à merveille, un peu malade, un peu grippé ou ça va?
Grippé peut-être, mais pas malade totalement. Grippé par quoi? Non, on peut être grippé, les conditions, etc. D'accord. Mais d'ailleurs, on est dans les meilleures conditions. Vous avez vu notre bâtiment flambant neuf. Ah oui. C'est même plus joli que le département de l'économie. Oui, mais ça, c'est la politique extérieure. Et la politique intérieure, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La politique intérieure, c'est qu'on a 22 réformes majeures qu'on est en train de mettre en œuvre. En fait, il y a fait 5 ou 6 ans qu'on a adopté des réformes. On a 22 réformes qu'on est en train de mettre en œuvre. Et je sais qu'à terme, si la donne était même grippée, cette grippe-là va disparaître. D'accord. Alors, quel est le bon qualitatif? Quel est le médicament que le docteur vous a prescrit pour que vous soyez vraiment en bonne santé? D'abord, prendre conscience que l'intégrité... C'est vous qui soignez, non? Ouais. D'abord, quand je disais hors du plateau, c'est quand on est malade. C'est quand le malade reconnaît qu'il est malade qu'il va voir le médecin. Ah, d'accord. Et c'est moi qui a les bonnes prescriptions. C'est vrai. Quand on a senti qu'on était un peu malade, on a adopté le plan de l'OMD, volontairement, ça il faut le dire. On était 2 pays de l'Afrique à le faire, la Tunisie et nous. D'accord. C'est les autres qui nous ont suivis. On a une quinzaine d'Afrique maintenant, mais c'est les autres qui nous ont suivis. Ok. Alors, quel est le bon qualitatif que vous avez réalisé qu'on peut retenir pendant ces 2 ans, en période de difficulté même? Dites-le nous, en dehors vraiment de la construction du bâtiment. Vous allez voir que malgré ce qu'on nous a imposé comme embargo, la donne a été au rendez-vous. Ça, c'est pas pour rien. Et deuxièmement, le bon qualitatif au niveau des objectifs de recettes qui sont toujours réalisés en fin d'année. Okay. Ça fait 2 ans de suite qu'on réalise les objectifs qui nous ont été fixés. Ça, c'est le bon qualitatif. Or, il ne faut pas se leurrer. Embargo, restrictions, mais vous avez quand même pu bouger, aller de l'avant. Et comment avez-vous pu être aussi résilient? La recette, c'est quoi? La recette, d'abord, c'est qu'il faut qu'il y ait un esprit de corps. Quand il y a un esprit de corps, tous les douaniers sont ensemble pour préconiser les meilleures solutions. Je pense que ça peut marcher. D'accord. C'est comme ça, avec le dialogue interne et externe, qu'on a pu aboutir à des résultats tangibles. Que peut-on retenir de la rencontre de 3 jours qui vient de s'achever? On peut retenir de la rencontre des 3 jours que, en fait, au Mali, le secteur privé et l'administration de douane s'engagent ensemble pour lutter efficacement contre la corruption, et que la douane s'engage au sein de l'administration douanière à faire ce qu'on appelle la promotion de l'intégrité interne des agents. Ça, c'est fondamental. Il faut que l'agent se sente à l'aise. Il faut que l'agent soit considéré. Ok. Voilà. Vous avez une idée de combien nous perdons par des pratiques frauduleuses tous les ans? J'ai l'impression que ça, c'est incommensurable. C'est incommensurable. Enfin, parce que personne ne peut voir il y a des statistiques qui sont données par la Banque mondiale, mais c'est des statistiques indicatives, quoi. Mais c'est peut-être pire que tout ça. Pire que tout ça. À un moment donné, on pensait même que, mais c'était théorique, qu'on perdait un minimum de 100 milliards par an du fait de la fraude et de la corruption. Okay. En tout cas, au plan douanier, il y a un peu longtemps. Mais de mon point de vue, ce n'est plus le cas. Ok, on ne sait pas combien on perd exactement, mais vous avez gagné, vous savez combien vous avez gagné quand même avec la mise en route des nouvelles mesures. Et bien sûr, avec l'augmentation des recettes. Okay. Maintenant, on a 60 milliards minimum maintenant par mois. Ah d'accord. Il y a quelques années, moi je me rappelle, on fêtait 35 milliards déjà. Ah bon? Quand on avait 35 milliards, on tuait des bœufs. Ah bon? Oui, vous avez fait le double. Ça veut dire qu'on est en train de vraiment, on a fait un bon qualitatif. Okay. Un bon qualitatif. Alors mettez un mécanisme en place qui puisse nous dire combien on perd. Exactement aussi, c'est important. Oui, mais c'est pas facile, j'avoue. C'est la corruption, c'est les dessous de table et personne n'est témoin. Okay. C'est difficile de savoir combien on perd. Alors, on va passer au deuxième sujet. Le 7 juin dernier marquait le premier anniversaire de la clinique périnatale Mohamed VI. Pendant une année d'existence, la direction a fait plus de 1500 consultations gynécologiques, 790 consultations pédiatriques, 141 accouchements et 69 césariennes, sans compter les examens d'imagerie et du sang. La cérémonie était présidée par le colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Voilà. C'était le 7 juin dernier, premier anniversaire de l'ouverture officielle de la clinique Mohamed VI qui est sur la route de Sébenikoro. D'accord. Alors, cette fois-ci, c'est le douanier qui va parler. Que savez-vous de cette clinique-là?
Vous l'avez déjà pratiqué une fois, vous avez vu quelqu'un pratiquer cette clinique ou vous n'êtes même pas au courant? Parce que c'est sur votre route maintenant. Pour être franc, en fait, j'ai toujours eu le bâtiment, mais c'est l'autre jour à la télé, j'ai dit ça au directeur, D'accord, que j'étais informé du rôle de cette clinique. d'accord. Peut-être qu'il manquait un peu de communication. Ok, d'accord. Et votre discours Non, de même professeur? également, quand on entend le mot clinique dans le contexte malien, systématiquement on fait allusion au privé. Donc, de ce fait, on voit un bâtiment imposant, mais pour qui connaît le coût élevé dont certaines cliniques privées font l'objet dans le contexte malien, beaucoup de patients risquent de ne pas visiter à l'État. D'accord. Alors, 1500 consultations, 780 gynécologiques, 790 consultations pédiatriques, 141 accouchements, 69 césariennes. C'est peu ou prou pour, On peut faire mieux. n'est-ce pas? C'est pas peu, mais on peut faire mieux. Ok. Je suis très heureux que mes deux co-débatteurs n'aient pas une grande visibilité sur la clinique. D'accord. Et c'est d'ailleurs l'objet de notre visite aujourd'hui, l'objet de ce débat. D'accord. Monsieur Djombele, moi je vous dis que la clinique périnatale est une structure, établissement public hospitalier. Ah, comme Hôpital Point G, comme Gabriel Touré, comme le centre de santé de référence. d'accord, c'est pas privé là Pas où du si tout. tu viens. Pas du tout. D'accord. Le nom clinique ne veut pas dire que c'est une clinique privée. Ah, d'accord. C'est une structure, un établissement hospitalier public, D'accord. créé par la loi 013 du 8 mars 2021 et qui est inauguré officiellement le 7 juillet 2022 par le Premier ministre, son Excellence, le Dr Choguel Kokala Maïga, D'accord. avec la présence de plusieurs membres du gouvernement et de l'ambassadeur du Maroc et aussi des autorités politiques, administratives et coutumières de la commune 4. Ok. C'est un établissement qui est bâti sur 5 hectares. 5 hectares. 5 hectares, entièrement construit, équipé et livré à la partie malienne par Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, Gracieusement. gracieusement. Ouais. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est que l'infrastructure a été construite, elle est restée là-bas, et c'était devenu un petit coin de commerce pour les uns, une bergerie pour les autres. On n'a pas compris. Est-ce que les infrastructures, les installations, le matériel, ils n'ont pas pris un coup? Et apparemment non, le matériel n'a pas pris de coup. Depuis que les autorités, les plus grosses autorités ont décidé de lancer les activités à cette clinique, quand nous sommes venus, on s'est rendu compte qu'on peut travailler. Mais le problème est de nous rendre visibles, d'être connus. Nous sommes effectivement à Sébenikoro, comme les uns et les autres ont dit, mais nous avons besoin que la population sache que nous, on n'est pas une clinique privée, D'accord. comme les cliniques IP ici, mais nous avons un plateau technique ultra moderne. Bon. Et nous sommes de troisième référence. Ça veut dire la plus haute référence au plan santé au Mali. D'accord. Et cette structure, nous excellons surtout dans la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans, dans la prise en charge des grossesses à risque et des grossesses compliquées, et dans le diagnostic anténatal. Anténatal, nous entendons par là, c'est de dépister les malformations congénitales chez les femmes porteuses de grossesse. Avant même, la naissance. La naissance. Et à l'issue de ces malformations, on peut décider s'il faut laisser la femme accoucher, s'il faut déclencher l'accouchement ou s'il faut aller à une césarienne. D'accord. Alors, rappelez-nous les spécialités. Vous avez dit que c'est dédié à la femme et à l'enfant. Et nous avons déjà une structure qui fait la même chose. Mais vous avez quand même votre particularité. Oui. Hôpital mère-enfant, ça existe déjà. Est-ce que vous allez au-delà? Apparemment, nous ne comptons pas aller au-delà dans le domaine de la prise en charge intégrale. D'accord. Nous faisons la prise en charge intégrale des enfants. Lorsque vous parlez de prise en charge intégrale, oui, le contenu c'est quoi? c'est du contact du malade jusqu'à sa guérison. D'accord. Vous demandez aux populations de venir là-bas. Oui. Et à Une dame qui vient maintenant pour consultation, Oui. quelles sont les conditions qu'elle doit remplir? C'est Elle paye combien? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est comme toutes les autres structures sanitaires ici au Mali. La politique sanitaire du Mali est... Mais on parle de la clinique Mohamed VI maintenant. Oui. Ok. La clinique Mohamed VI, Quelqu'un qui vient là-bas, comment ça se passe? il rentre selon son type de consultation. D'accord. Notons que nous avons l'AMO là-bas, nous avons l'ANAM là-bas, et nous sommes en pourparlers avec d'autres structures de prestations sociales qui sont en train de nous voir pour qu'on puisse les mettre sur la liste de nos partenaires. Okay. Ainsi, par exemple, les douanes, par exemple, les banques, qui ne sont pas tous dans l'AMO, qui ne sont pas tous dans la CANAM.
Et ils auront aussi leur structure de prestations sociales qui auront une adhésion chez nous. Et ils seront aussi pris au tiers payant, comme dans les hôpitaux, comme dans les Alors, vous avez des citoyens qui ne sont ni dans l'AMO, ni dans la CANAM, ni à la douane, ni chez les docteurs, citoyens comme ça, qui ne bénéficient d'aucune couverture sociale. Qu'en est-il? Et ces situations, très souvent, comme nous ne sommes pas une structure de premier contact, nous sommes une structure de troisième référence. D'accord. Ça veut dire que c'est essentiellement nos partenaires, les autres hôpitaux, qui, lorsqu'ils ont des complications dans les spécialités dans lesquelles nous excellons, ils nous réfèrent ces malades-là. Okay. Et dans le cadre de la coopération et du partenariat de l'interopérabilité, nous établissons un pont sanitaire. Par exemple, si Gabriel Touré ou bien le CCRF de la commune 4 ou bien le centre de département ont des cas de grossesse à risque ou des cas d'enfants prématurés, on nous fait signe, on envoie notre ambulance chercher l'enfant et la mère avec la couveuse dans l'ambulance. Parce que l'ambulance que nous avons reçue est un don personnel du président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, qui nous a donné une ambulance ultra moderne. C'est la seule ambulance que vous avez? Pour le moment. D'accord. Confortable, avec un système hydraulique faisant en sorte qu'on ne sent pas les secousses à l'intérieur. Et nous, on peut prendre la mère et l'enfant dans la couveuse de là où on nous réfère jusqu'à notre structure. D'accord. Rappelez-nous s'il vous plaît vos spécialités. Nos spécialités, c'est essentiellement la néonatologie, la pédiatrie, la gynécologie. D'accord. Lorsqu'on parle de pédiatrie, là, oui. C'est quelle pathologie? Parce que dans la pédiatrie également, il y a beaucoup de... Oui, oui. Voilà. Pédiatrie, c'est la prise en charge des enfants. C'est des enfants, d'une façon globale. Voilà. Est-ce que, par exemple, vous prenez en charge des problèmes de vision des enfants là-bas ou des problèmes... je ne sais pas. Oui, bon, en fait, les problèmes de vision sont pris en charge déjà à l'IOTA. Mais chez nous, nous excellons sur les prématurés essentiellement. D'accord. Nous avons à notre disposition 12 couveuses équipées chacune, pouvant prendre en charge les enfants. Et nous entendons par prématurité, lorsque la naissance arrive à moins de 37 semaines de grossesse, c'est les prématurés. D'accord. Mais ces prématurés-là aussi, on les catégorise en extrême prématurité, en grande prématurité et en prématurité modérée. Capacité d'accueil en matière de prématuré, ça fait 12 couveuses. 12 couveuses. Et dans les autres spécialités, par exemple à la maternité, quelle est votre capacité d'accueil? À la maternité, nous avons... Dans chacune des spécialités. À la maternité, nous avons 6 lits d'urgence et 68 lits d'hospitalisation. Soit un total de 74 lits. Ok. À ces jours-là, le pourcentage d'occupation, c'est très peu? C'est très peu parce qu'en fait, nous, on n'est pas une structure de premier contact. Et comme vous le savez, c'est une structure qui prend en charge des cas rares comme ça, soit des prématurités, soit des grossesses à risque ou des grossesses compliquées. Donc ça, ce n'est pas aussi fréquent comme nos structures publiques de premier contact. D'accord. Et très souvent aussi, nous avons une spécialité de prise en charge de lorsque les prématurés naissent, ils peuvent venir avec des problèmes d'hypothermie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la capacité de réguler la température. Vous savez que notre peau est l'organe régulateur de la température corporelle. Ah, d'accord. Les prématurés ne peuvent pas faire ça. Nous avons des moyens de traiter ces prématurés-là de manière à les permettre de lutter contre l'hypothermie. D'accord. Certains viennent aussi en hypoglycémie. C'est-à-dire qu'ils ont très peu de sucre. Et le sucre, c'est la base de notre énergie. Ouais. Donc leur énergie corporelle doit être appuyée. On corrige cela. Ça veut dire que vous avez des appareils qui peuvent déceler tout ça, ces insuffisances. Manifestement. D'accord. Les appareils sont là. Vous demandez à la population de venir en grand nombre. Oui. Est-ce que vous avez le personnel à hauteur de souhait? Oui. Non seulement en nombre, mais également en termes de capacité. Nous avons le personnel en nombre. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, 106 personnels praticiens, parmi lesquels on a une vingtaine de médecins, une vingtaine de sages-femmes et le reste des personnels auxiliaires. Nous avons 4 salles d'accouchement, c'est-à-dire qui peut tenir le flux d'arrivée des femmes en parturition. Et comme je le dis toujours, ces couveuses-là ne sont pas les seuls endroits d'hospitalisation. C'est que c'est pour les prématurés qui ont des problèmes. Nous avons par exemple la capacité de pouvoir traiter les ictères néonatales. Quand l'enfant naît jaune. Ah, d'accord. L'enfant naît jaune, ou bien juste après la naissance, il devient brutalement jaune. Nous avons un système de photothérapie qui permet de sauver cet enfant. Qu'est-ce qui provoque ça, jaune? Très souvent, c'est soit les incompatibilités groupe rhésus entre la mère et l'enfant, ou bien l'enfant peut naître même avec certaines infections qui peuvent entraîner cela. Okay. Donc, nous avons automatiquement des systèmes qui peuvent prendre ces enfants-là en charge. Pour ce qui concerne Et les analyses biologiques mais bravo.
bravo. C'est ce domaine, les analyses biologiques et la radiologie, qui comprennent en compte tout le monde, pas seulement les enfants ou les femmes en état de grossesse. Ah bon? Nos analyses de laboratoire prennent tout le monde en charge. Tout le monde. Et toutes les analyses, que ce soit l'hématologie, la parasitologie, la bactériologie et la biochimie, nous faisons, et même la sérologie. Donc notre laboratoire fait ça à l'instar de tout le monde. D'accord. La radio aussi, et nous avons un scanner, 16 barrettes. C'est-à-dire? C'est-à-dire c'est un scanner performant de dernière génération qui permet de faire le diagnostic de toutes les pathologies. Nous faisons tous les examens radiologiques que vous connaissez sur la place ici. Alors, et nous avons un prix promotionnel au niveau du scanner chez nous. Nous faisons le scanner à un prix promotionnel de 30 000 francs pour les femmes en état de grossesse contre 46 000 francs ailleurs. 30 000 francs chez vous, 40 000 francs ailleurs. D'accord. Et aussi, nous faisons aussi des échographies. Et c'est moins cher, hein, 30 000. C'est très moins cher, oui. Par rapport au scanner, le scanner habituellement classique, c'est 49 500. 49 500. Les docteurs Ali Toungara Souri. Clairement, au-delà du coût qui pourrait être un peu... Quand on va demander à M. Bakaka, il va dire que c'est moins cher. Non, pourtant non, c'est comme tous les Maliens. C'est nettement moins cher. Je vous assure qu'il fut des moments où l'accès à ces examens-là n'était pas donné à tout le monde au Mali. Ok. Et alors que ces examens nous permettent à nous praticiens d'avoir les diagnostics avec précision et d'aller rapidement au traitement. Et vous pouvez faire une prise en charge de combien de personnes par jour pour ces analyses? Nous avons... Actuellement, on n'a pas estimé exactement. D'accord. Mais pour les analyses de radio, nous pouvons faire une prise en charge d'environ 50 à 40 personnes. Par jour? Par jour. Et aujourd'hui, combien viennent vous voir? Même pas 10 ans. Non, justement, c'est dans ce cadre qu'on est là, parce que Justement, tout le monde ne sait pas qu'on existe. Et mais même parce que... où est le frein? C'est quoi le frein? C'est quoi la barrière? Pourquoi les gens ne viennent pas? Le frein, les gens ne savent pas qu'on existe. C'est pourquoi nous vous félicitons, nous remercions de nous avoir donné l'occasion de venir sur ce plateau. Mais revenez chaque fois quand vous voulez. Eh bien, bravo, merci, je transmettrai ça. Et le directeur général vous écoute, il va envoyer bientôt une équipe là-bas qui va faire le reportage complet. Nous en serons très heureux, nous sommes pressés que cela se fasse. Oui. Et nous rapprochons tous les acteurs. Vous savez, nous travaillons sur l'enfant et la mère. Et pour travailler sur l'enfant et la mère, chaque fois qu'un enfant vient en consultation chez nous, il est accompagné d'une femme. Une femme dans sa parturition est accompagnée d'une femme. Une femme opérée est accompagnée d'une femme. C'est pourquoi nous pensons que notre cible même, c'est les femmes. La structure elle les appartient. Et qu'elles viennent et qu'elles fassent le relais avec les autres. D'accord. Oui. Alors, on va dire également au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille et de s'impliquer davantage Tout à auprès fait. de vous. Tout à fait. D'accord. Mais continuez à faire la promo et leur thème pour le Mali, chacun compte. Eh bien, la clinique... comment ça s'appelle? Clinique périnatale Mohamed VI. Oui. Oui, compte également. Mais il faut dire aux gens, comme on le dit, Oui. si vous ne dites pas aux gens ce que vous faites bien, ils vont penser que vous le faites mal et personne ne viendra vous voir. Mais vous le faites bien et leur thème est là pour porter le message. Troisième sujet, l'ambassade de Chine au Mali en collaboration avec l'université privée ISPRIC a organisé un colloque qui avait pour thème la démocratie populaire de la Chine, un modèle gagnant, quelle aspiration pour l'Afrique. Cette édition, au moment où la Chine a offert des bourses d'études à plus de 2000 jeunes Maliens de 1965 à nos jours. Voilà. C'était cette semaine une initiative de l'université privée ISPRIC, un colloque sur la démocratie populaire de la Chine. Pas trop politique. Quand on dit démocratie, c'est quoi pour vous, la démocratie? En fait, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple et pour le peuple. D'accord. Mais ce que je veux dire par rapport à la Chine, de mon point de vue, nous, pays sous-développés ou en bas développement, Oui. ça ne peut être qu'un exemple de développement pour nos pays. Ah bon? En 1960 déjà, la Chine était un pays sous-développé. Oui. Et on parlait de chinoiserie. Chinoiserie. Ouais. Actuellement, il ne faut pas se leurrer. C'est la première puissance mondiale, D'accord. économiquement. Donc, de tels pays, en tout cas le cas de la Chine ne peut être qu'un exemple pour les pays en voie de développement. D'accord. Alors, démocratie dans le domaine de la médecine aussi, ça existe. Est-ce que vous avez une idée de la médecine chinoise? Ah oui. La Chine est un partenaire privilégié pour nous. Vous êtes généraliste? Oui. Ok, d'accord. Et la Chine est un partenaire privilégié pour nous dans le domaine de la médecine. Ah bon? Mais comme il a dit, effectivement,
démocratie ou pas, il faut d'avoir une résilience du peuple et une souveraineté du peuple. Moi, je pense que la démocratie, c'est vrai, c'est le pouvoir du peuple par le peuple, mais à chaque peuple sa démocratie. Et c'est une pratique qui doit être identitaire et que le peuple doit se retrouver dans sa démocratie. Et les Chinois ont donné l'exemple. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, l'espoir est permis aussi pour le Mali. Et voyez-vous que même quand on parle de la douane, on a vu qu'il y a une amélioration de la pratique de vos collègues. Cela est la même chose un peu partout. Et nous avons aussi des méthodes dissuasives qui permettent aux gens de ne pas trop s'hasarder dans les trucs de malfaisance. Donc moi je suis d'accord pour vraiment que le peuple se résiste et puis qu'on reprenne la bonne marche. Ok. Docteur Ali Tunkara, vous êtes membre du conseil scientifique du colloque sino-africain et chacun a donné sa définition de la démocratie et votre discours là-dessus, votre définition. Non, clairement, M. Djombele, si vous regardez un peu les pratiques démocratiques des années 90 à aujourd'hui, notamment au Mali et même au-delà, c'est partant de ce constat, la direction justement de l'Institut de sciences politiques et relations internationales, communication historique, en partenariat avec l'ambassade de la République populaire de Chine au Mali, ont décidé justement d'organiser ces colloques, non seulement pour réinterroger l'existant, mais dans le même temps de voir quels sont objectivement les aspects à partir de la démocratie populaire chinoise qui pourraient concerner le cas malien. Alors c'est quoi une démocratie populaire chinoise? On n'entend pas de démocratie, maintenant ici on dit la démocratie populaire de la Chine. Alors c'est vrai que quand on rejoint un peu l'idée de chacun sa démocratie. Beaucoup de participants étaient surpris lorsque des experts se sont permis d'étayer ce qu'on entend par démocratie populaire chinoise, à comment cette démocratie populaire est née dans le contexte chinois, ça a été rappelé par Baraga. La Chine, il y a 50 ans de cela, quasiment connaissait le même niveau de développement que le Mali et pas mal de pays ouest-africains également. Mais quelles sont les raisons du succès que connaît aujourd'hui la Chine? Cette démocratie populaire, elle interroge d'abord... Elle est basée sur quoi? Toutes les échelles, en fait, du hameau jusqu'à la capitale. Autrement dit, c'est quand même très étonnant de savoir que quand on parle du Parti communiste chinois, il a ce démembrement du village, en passant par des communes, cercles, jusqu'au sommet de l'État. Lesquels démembrements sont en interaction. Il y a une interaction entre les échelles. On se rend compte que dans ces partis communistes chinois également, vous avez pas moins de 8 partis d'opposition qui sont aussi représentés. Donc, contrairement à ce qu'on entend sous d'autres cieux, ce n'est pas un peu plus muselé. Exactement, pas du tout. C'est ce qui a été la grande surprise. C'est de la désinformation. Clairement, c'est même quasiment de la désinformation. Ce qui a été d'ailleurs la grande surprise des participants, de comprendre que dans le contexte chinois, à comment du plus bas de l'échelle au sommet de l'État, chaque corporation, chaque entité est entendu et en même temps prise au sérieux. Donc ça a été vraiment une grande surprise. Mais dans le même temps, c'est vrai, quand on se réfère aux médias classiques, on se rend compte que lorsqu'on évoque la démocratie dans le contexte chinois, on va tout de suite, paroles muselées, emprisonnement, violation des droits de l'homme. Mais contrairement à ce qu'elle est, cette démocratie populaire chinoise, non seulement les volontés des populations chinoises sont exprimées, mais dans le même temps, lesquelles volontés sont aussi l'expression justement de ce que l'élite chinoise au pouvoir fait l'objet. Et pour preuve, si vous regardez un peu les ténors aujourd'hui qui sont du parti communiste chinois, ne peuvent connaître qu'un régime. Autrement dit, tous ceux-là qui sont aujourd'hui dans le parti communiste chinois, vous allez vous rendre compte qu'au terme du quinquennat, aucun de ces ténors ne va se retrouver dans le prochain régime. Donc, pour ça serait une nouvelle équipe. L'alternance, elle est non seulement de mise, mais dans le même temps, laquelle alternance, elle a pour fondement l'excellence, elle a pour fondement la redevabilité. On a été quand même surpris que l'élite politique chinoise soit autant redevable au peuple chinois. Alors, vous faites exactement comme la clinique Périnda Mohamed VI.
vous ne communiquez pas dessus, on ne peut pas le savoir. Non, Claire, je pense que la Chine aussi s'est rendu compte qu'il fallait Voilà, un peu il faut qu'elle s'ouvrir sorte davantage, maintenant. D'accord. notamment à travers les médias. C'est aussi une des raisons qui expliquerait le pourquoi ces regains d'intérêt manifestés par l'Institut de sciences politiques et relations internationales et communication, de co-organiser. Pourquoi le Mali donc doit s'inspirer de ce modèle que vous qualifiez de gagnant? Alors, si vous regardez un peu des années 90 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de succès corollaires à la démocratie dans le contexte malien, mais dans le même temps, le constat général qui se dégage, les Maliens du Mali profond ont quand même par moments, par endroits, du mal à se reconnaître dans l'officiel. Donc maintenant, si vous avez un peu regardé avec une attention particulière, les assises de la refondation avaient quand même cette finalité. Ça, comment faire en sorte que les différents échelons de la gouvernance, niveau communal, niveau cercle, niveau région, niveau même institutionnel, État, comment ces différents échelons puissent dialoguer. On a compris qu'effectivement, le modèle chinois, une fois qu'il est emprunté dans ces aspects qui sont solubles dans le contexte malien, naturellement, il va de soi qu'on sorte du modèle qu'on a aujourd'hui qui serait davantage inspiré du modèle français, lequel modèle français, certes, a aussi des aspects qui sont tout à fait positifs, mais malheureusement n'a pas été contextualisé, à la limite même pas circonstancié, d'où le rejet parfois de la part de certains acteurs. Et si le modèle chinois a été gagnant, est-ce que ce n'est pas parce que ce modèle a été ancré dans leur réalité? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que nous devons être très près de nos réalités, à nous aussi, pour prendre chez les autres ceux qui peuvent vraiment être amenés dedans, trouver un système d'articulation harmonieux? C'est exactement de cela qu'il s'agit, non? Clairement. Voilà. Parce qu'on a vu d'autres cieux maintenant, certains pays où il y a beaucoup de problèmes maintenant, des remous sociaux, où on a dit les enfants sont mal éduqués, on va s'attaquer aux parents. Hein? On le sait, c'est d'actualité. Et j'ai entendu quelqu'un dire que, mais tiens, mais c'est la suite logique, parce que vous avez interdit aux parents d'éduquer et avec une certaine rigueur les enfants. S'ils le font, vous les amenez à la police. Maintenant que ces enfants sont devenus des éléments qu'on ne peut pas maîtriser, alors il faut s'apprendre à qui? Alors, la démocratie doit aller avec des valeurs de chez soi. C'est très important. C'est extrêmement important. Je pense que c'est un travail qui n'a pas été jusqu'ici fait dans le contexte malien comme l'a fait la Chine. Interroger les terroirs, interroger les aires culturelles et partant de là, comment donner une dimension institutionnelle à nos pratiques démocratiques. Sans ce travail qui va interroger les terroirs, nos aires culturelles, il va être difficile dans le contexte malien de trouver des hommes et des femmes, non seulement qui vont se reconnaître dans le modèle qui leur est proposé, mais dans le même temps qu'ils soient respectueux de ce modèle. Et d'ailleurs, quand vous lisez avec une attention particulière les différentes productions faites même de cette démocratie populaire chinoise, ces productions vous diront que la Chine n'entend même pas parler de modèle, mais plutôt de la voie. Donc, il est de la responsabilité de chaque État, non seulement de dessiner sa voie, mais que cette voie soit aussi empruntée à partir des locales. Malheureusement, on se rend compte que dans la plupart des pays ouest-africains, le modèle importé n'a pas obéi à cet exercice vous l'appelez comment, du mimétisme? Oui, il y a eu ce mimétisme, mais lequel mimétisme, il y a quand même une prise de conscience. De plus en plus, des voix se font entendre en demandant plus du retour aux sources. D'ailleurs, l'achat de Kougamfra a été évoqué à plus d'un titre. De même également, on s'est rendu compte que ces rapports entre hommes et femmes, ces rapports au corps, ces rapports à l'enfance, ce sont des valeurs, entre autres, qui ont toujours caractérisé les aires culturelles maliennes. Donc il n'y a pas de démocratie qui soit le modèle du monde. Clairement, pour preuve, il suffit juste de regarder les grandes démocraties qui sont citées en exemple, qu'on soit avec l'Allemagne, qu'on soit avec la Grande-Bretagne, qu'on soit avec les États-Unis ou d'autres pays. On se rend compte que d'un pays à un autre, chaque État s'est efforcé à donner un contenu à sa voix, à sa démocratie. Et non seulement un contenu, mais dans le même temps, il y a quand même des valeurs qu'on pourrait qualifier communaux, oui. Notamment les questions des droits de l'homme, les questions de redevabilité. Il y a des valeurs qu'on peut partager. Clairement. Mais au-delà de ces valeurs dites globales, les spécificités doivent être mises lorsqu'il s'agit surtout de proposer la loi fondamentale, notamment la Constitution. D'accord. Ça se voit même chez les douaniers, non? Il y a
le tarif communautaire, mais il y a également les normes, non? Il y a les normes. Ah, voilà. Mais par rapport à ce qu'il vient de dire, moi je pense qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Je parle en tant que juriste et puis fonctionnaire de l'État neutre. C'est la première fois, en tout cas depuis que moi je vois sur ce pays-là, qu'une constitution soit faite uniquement par les Maliens. Et c'est la base de recommandation des assises nationales. Ça, c'est un grand pas. Ça veut dire que dans la constitution, on veut faire la démocratie, mais c'est la base de ce que veulent vraiment les populations. Ça, c'est fondamental. De mon point de vue, on est sur la bonne voie. Il suffit seulement d'accompagner tous les autres mécanismes. On aura notre démocratie qui se portera bien. Les spécialistes sont là pour nous amener sur cette voie. Comment accompagner alors? Alors, objectivement, on s'est rendu compte que c'est vrai que quand on regarde avec une attention particulière la nouvelle monture en cours d'adoption, beaucoup d'efforts ont été consentis en termes d'adaptation, même de contextualisation de certaines pratiques culturelles, ne serait-ce que la place de plus en plus accordée aux autorités coutumières et religieuses par la nouvelle constitution en cours d'adoption. Également, si vous regardez comment cette nouvelle constitution a aussi gardé, à la limite, tous les acquis qu'on trouvait quand même dans l'ancienne constitution. Donc, pour dire qu'il y a cette prise de conscience qui veut tout simplement dire, attention, c'est bien d'emprunter chez l'autre, mais l'empreinte doit forcément s'accommoder avec les contextes, avec les circonstances dans lesquelles, effectivement, il est opéré. D'accord, on est en train de me faire de grands signes là que le temps est parti, s'épuise, hein. Il nous reste encore 2 minutes. On va faire le tour de table et on va finir par... on va commencer encore par la santé. C'est le début du bonheur. D'accord. Vous êtes sur ce plateau parce que vous n'êtes pas bien connu. On vous le répète, l'ORTM est encore à votre disposition. Vous revenez quand vous voulez. Et parole du directeur, hein, du général. Oui. Voilà. Qu'avez-vous à dire à la population maintenant? De venir vous voir. Merci, directeur. Nous, quand même, c'est ce que nous cherchons. Nous voulons que la population nous connaisse et que la population sache que ce n'est pas une clinique privée. C'est un établissement public, pour tout comme les hôpitaux Gabriel Touré et Point G. Et que nous avons un plateau technique très performant. Je saisis cette occasion pour magnifier la première sortie de Madame le ministre de la Santé, à une semaine de sa prise de fonction, a effectué sa première sortie sur le terrain chez nous. Ça vous a été consacré. Oui, c'est un signal fort. C'est très fort, un signal fort. Autant c'est une chance, mais aussi c'est un message. Ça veut dire qu'elle a l'œil sur nous, à l'intention de mes camarades, que nous gardons le cap. Et que lorsqu'on appelle les gens, que les gens viennent trouver aussi que nous avons toutes les capacités à laquelle ils s'attendent. D'accord. Encore merci à l'ORTM pour nous avoir ouvert la voie. Nous serons très fréquents ici. Inch'Allah. Merci. Et je sais que l'accueil c'est très chaleureux là-bas. Ah oui, c'est important. Oui. C'est un gros problème. Oui. Ça, c'est l'accueil. Et c'est ce qui fait défaut généralement dans les centres de santé ici. Il faut le dire. Hein. On a un cadre de vie qui est très bien. On a une cantine là-bas. Pour les malades qui seront hospitalisés et qui viendront à Nyamano de Kabbalah, qu'ils sachent qu'il y a la cantine. Et pour les accompagnants. Et les accompagnants. Il y a des aires aussi pour... Oui, il y a des aires, un coin de café et puis les gens peuvent un peu se détendre. D'accord. Alors, nous devons être fiers de notre modèle de démocratie. Clairement, surtout de saluer les efforts consentis par l'Institut de sciences politiques, relations internationales, communication historique, de démarcher l'ambassade de la Chine afin qu'elle partage la voix chinoise aux Maliens, qui se trouve quand même le Mali dans une période où il chercherait à tout bout de champ non seulement de s'assumer en tant qu'État autonome, mais dans le même temps d'être un État qui soit un modèle pour les autres. Donc je pense que cette voie, elle est toute trouvée avec ses collègues chino-africains. D'accord. Soldats de l'économie. Moi, c'est très simple. Je voudrais que nos compatriotes sachent que l'administration des douanes du Mali, en relation avec le secteur privé, est prête à faire le ménage à son sein, en luttant efficacement contre la corruption. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes plutôt des amis. On est des partenaires. Partenaires féconds. Féconds d'ailleurs. Ouais. Ok, pour le bonheur du Mali et tous les Maliens. Merci à vous, Amidou Fakourou Bakaga, chef de bureau d'audit et de contrôle interne à la Direction générale des douanes, colonel-major Moussa Boui Koulibaly, directeur général clinique périnatal Mohamed VI, docteur Ali Tonkara, membre du conseil scientifique du colloque sino-africain. Merci d'être venu. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, Inch'Allah. Canal 12-13, mais avant tout à l'heure, le journal de 13h, présentation Abibatou, Diakité. Excellent moment de télévision sur ORTM 1.